Il y a une vérité que les manuels de géopolitique répètent depuis des siècles et que les hommes politiques oublient systématiquement dès qu'ils arrivent au pouvoir. La nourriture n'est pas une marchandise, c'est une arme, pas une arme abstraite. Pas une arme réservée aux discours de tribune ou aux analyses d'experts en costume. Une arme qui, un matin parfaitement ordinaire, se matérialise dans votre chariot de supermarché sous la forme d'une baguette de pain 30% plus chère qu'il y a 6 mois. Une arme qui atterrit sur votre table de cuisine avant même que vous ayez compris ce qui s'est passé dans les bureaux feutrés de Washington ou d'Ottawa. Et le pire dans tout ça, personne ne vous a prévenu. Aucune déclaration de guerre, aucune sirène. Juste un prix affiché sur une étiquette un matin de samedi qui vous dit que quelque chose a changé. C'est exactement ce qui s'est produit en 2025. Les analystes économiques américains ont sobrement baptisé ça le Wheat Dispute. La guerre du blé, un titre discret pour une réalité explosive. Une erreur de calcul géopolitique majeure de la part de l'administration Trump, une contre-offensive canadienne d'une élégance redoutable et un rééquilibrage des routes commerciales mondiales qui pourrait transformer durablement la carte agricole de la planète. Aujourd'hui, je vais décrypter cette affaire couche par couche. On va parler de protéines de blé, de chemin de fer transcontinental, de diplomatie mexicaine et de patience stratégique chinoise. Et je vais vous montrer comment une décision prise dans un bureau de Washington a fini par réorganiser les flux de grains à l'échelle de 3 continents. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un paquet de pâtes de la même façon. Installez-vous. Commençons par les faits bruts, parce que sans eux, le reste du raisonnement s'effondre. Les États-Unis produisent chaque année environ 50 millions de tonnes de blé. C'est colossal. Le Kansas, le Dakota du Nord, le Montana, le Texas, des millions d'hectares qui ondulent sous le soleil d'été, des images qui nourrissent depuis des générations le mythe américain de l'autosuffisance. Sur le papier, les États-Unis n'ont besoin de personne pour manger. Sur le papier seulement. Parce que ce blé américain, dans sa grande majorité, c'est ce qu'on appelle du blé tendre d'hiver. Soft red winter wheat, hard red winter wheat. D'excellentes variétés pour les crackers, les gâteaux, la farine générique. Mais pour faire du pain qui tient, pour produire des pâtes qui ne se désintègrent pas à la cuisson, pour formuler les farines à haute performance que les boulangeries industrielles exigent, celles qui nourrissent chaque matin des centaines de millions d'Américains, il vous faut autre chose. Il vous faut du blé de printemps à haute teneur en protéines. Et ce blé-là, c'est le Canada qui le produit. Le Canadian Western Red Spring Wheat, cultivé dans les immenses plaines de Saskatchewan, atteint régulièrement des taux de protéines de 13 à 14%, parfois au-delà. Le blé américain tourne, lui, autour de 9 à 11%. Ces quelques points de pourcentage peuvent sembler anodins. Ils sont en réalité décisifs. C'est ce taux de protéines qui détermine la force boulangère d'une farine, sa capacité à absorber l'eau, à retenir le gaz produit par la fermentation, à donner au pain sa structure, sa mâche, son volume. Sans ce paramètre, pas de baguette qui craque, pas de mie qui résiste, pas de pain qui se tient. Et il y a une deuxième variété encore plus critique, le blé dur, le durum wheat, cultivé principalement au Manitoba. Le durum, c'est le blé des pâtes, la semoule qui donne aux spaghettis, aux penne, aux linguines, leur texture ferme et leur tenue à la cuisson. Le durum canadien est réputé pour sa pureté, sa régularité, ses performances à la transformation. Et là encore, la production américaine ne suffit pas à couvrir les besoins de l'industrie nationale. Résultat, les États-Unis importent chaque année environ 120 millions de boisseaux de blé depuis le Canada, soit 90% de la totalité de leurs importations de blé. Un quasi-monopole. Une dépendance structurelle construite sur des décennies d'intégration économique, de logistique optimisée, d'équipements industriels calibrés sur ces blés précis. Les meuniers américains ont conçu leurs machines en fonction de ces protéines. Leurs formules de mélange sont bâties autour de ces importations.
Leur contrat à long terme suppose la continuité de cet approvisionnement. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une préférence, c'est une architecture industrielle entière. Et c'est cette architecture que l'administration Trump a décidé de bombarder avec des droits de douane. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut replacer la décision dans son contexte. Dès son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a lancé une offensive tarifaire tous azimuts. Le Canada, allié historique, partenaire de l'ALENA devenu l'ACEUM, se retrouve soudainement dans le viseur pour une liste de griefs hétéroclites. Accès insuffisant au marché laitier américain, taxes sur les services numériques, réglementation provinciale sur l'alcool, politique d'approvisionnement jugée discriminatoire, enjeux énergétiques complexes. Dans ce climat de pression généralisée, Washington impose une taxe de 25% sur le blé canadien entrant aux États-Unis. La logique politique est simple à énoncer. On impose des coûts suffisamment élevés. Ottawa souffre, Ottawa négocie, Ottawa cède sur les autres dossiers. La pression économique génère des concessions diplomatiques. C'est le manuel du bras de fer commercial version Trump. Sauf que ce raisonnement reposait sur une hypothèse fondamentalement fausse. L'hypothèse que le Canada avait davantage besoin du marché américain que les États-Unis n'avaient besoin du blé canadien. Regardons les chiffres parce qu'ils racontent tout. Le Canada produit environ 36 millions de tonnes de blé par an et en exporte 24 millions de tonnes vers plus de 60 pays. Les États-Unis représentent historiquement entre 15 et 20% de ces exportations. C'est rentable, c'est appréciable. Mais ce n'est pas vital. Le marché américain est pour le Canada un bon client parmi d'autres, pas une dépendance existentielle. Du côté américain, les 784 millions de dollars d'importation de blé canadien en 2024 semblent modestes dans un commerce bilatéral total dépassant les 700 milliards de dollars annuels. Mais pour les secteurs qui dépendent précisément de ce blé, la meunerie premium, la pasta industrielle, la boulangerie commerciale, c'est une ligne de vie. Il n'existe nulle part ailleurs un fournisseur capable de livrer le même volume, la même qualité au même prix, avec la même fluidité logistique. La taxe de 25% se traduit mécaniquement par 196 millions de dollars de coûts supplémentaires pour les importateurs américains. Une entreprise qui achète 5 millions de dollars de blé canadien se retrouve à absorber plus d'1 million de charges nouvelles du jour au lendemain. 3 options. Absorber la perte, impossible à long terme. Réduire la qualité, risqué commercialement, ou répercuter les coûts sur les clients. C'est la 3e option qui a gagné, partout en même temps. Les prix de la farine ont bondi d'environ 11% au début 2025. Le pain a suivi, les pâtes ont suivi, les viennoiseries ont suivi. Chaque maillon de la chaîne a refacturé le suivant, et au bout de cette chaîne, il y avait un père de famille qui faisait ses courses le samedi matin et qui se demandait pourquoi son budget alimentation avait augmenté sans raison apparente. Ce n'était pas de l'inflation abstraite. C'était la facture directe d'une décision prise à Washington par des gens qui n'avaient visiblement pas modélisé ce qui allait se passer dans les rayons des supermarchés. Et ce n'est que le début du problème. Parce que le tarif n'a pas seulement coûté de l'argent aux Américains. Il a offert au Canada une opportunité qu'il n'attendait plus. Voilà où l'histoire devient vraiment intéressante. Et où la stratégie canadienne révèle une sophistication que beaucoup n'avaient pas anticipée. Le Canada n'a pas crié, il n'a pas supplié, il n'a pas envoyé de délégation à Washington demander des exemptions. Il a fait quelque chose de bien plus efficace et de bien plus durable. Il a ouvert d'autres portes. Mark Carney, devenu Premier ministre dans ce contexte de turbulence commerciale, a choisi une posture que Washington n'attendait pas. Dans un discours au Canadian Club de Toronto, il a dit avec une sobriété presque clinique que le long processus d'intégration économique avec les États-Unis avait atteint un point de bascule et que la stratégie canadienne allait changer,
pas d'invectives, pas de menaces spectaculaires. Un constat, une direction et une exécution immédiate. Le principe était simple. Si un marché devient imprévisible, on en développe d'autres. Et le Canada avait fait ses devoirs bien avant que la crise n'éclate. Le pivot mexicain a été la démonstration la plus spectaculaire et la plus symbolique de cette stratégie. Le réseau ferroviaire Canadian Pacific Kansas City, qui relie physiquement le Canada, les États-Unis et le Mexique sur un corridor continu, a commencé à acheminer des trains entiers de blé manitobain directement vers Mexico. La marchandise traversait le territoire américain sans s'arrêter. Elle passait devant les minoteries américaines qui en avaient désespérément besoin. Et elle poursuivait sa route vers le sud, vers un marché mexicain en forte demande de blé à haute protéine. Prenez un moment pour mesurer ce que ça signifie visuellement. Des wagons canadiens chargés de grains roulent sur des rails américains, longent des usines américaines qui ne peuvent pas les acheter au même prix qu'avant et vont nourrir les concurrents mexicains de ces mêmes usines, sans un seul communiqué de presse, sans une seule déclaration offensive, juste de la logistique qui parle plus fort que tous les discours. Pendant ce temps, Pékin observait, et Pékin a saisi l'occasion. La Chine importe environ 10 millions de tonnes de blé par an. Elle sourçait traditionnellement ses approvisionnements en Australie, en France, au Kazakhstan. Mais les tensions sino-australiennes des années précédentes avaient créé des fragilités et la Chine cherchait depuis longtemps à diversifier ses sources d'approvisionnement agricole. Le conflit américano-canadien lui a servi la solution sur un plateau. Le Canada a accéléré ses discussions commerciales avec Pékin, négociant des conditions favorables sur un paquet incluant le canola, les fruits de mer et le blé. Des volumes habituellement destinés au marché américain ont été redirigés vers